Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir la reproduction des plantes à fleurs. Alors les plantes à fleurs correspondent au grand groupe de plantes nommées angiospermes. Ce terme vient du grec angeion pour réceptacle ou récipient et sperma pour graines, ce qui signifie littéralement des graines dans un récipient. Alors le réceptacle, en réalité ça va être le fruit et ce fruit va protéger là où les graines. Nous voyons par exemple ici une papaye. Les plantes à fleurs ou angiospermes sont donc des plantes dont les graines sont enveloppées à l'intérieur d'un fruit. À l'intérieur du grand groupe des plantes à fleurs se trouve la majorité des plantes que vous connaissez. Par exemple les coquelicots, les tulipes, les tournesols, mais aussi les cerisiers, les chênes, les cocotiers, les pommiers, les poiriers, les abricotiers, les amandiers, bref, toutes les plantes qui produisent des fleurs puis des fruits. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une fleur? Tout le monde le sait a priori, mais lorsqu'il s'agit de trouver une définition, c'est plus difficile. Quelque chose qui est produit par une plante avec une bonne odeur ou qui est coloré, c'est pas une définition complète. Les fleurs, ce sont les organes sexuels de la plante, c'est-à-dire les organes qui produisent les cellules sexuelles mâles et femelles et qui leur permettront donc de se reproduire. Quand on y pense finalement, c'est un peu bizarre. Offrir des fleurs, c'est offrir un bouquet d'organes sexuels. C'est pas très glamour. Mais bon, au moins, comme ça, vous retiendrez la définition. Donc, les fleurs, ce sont les organes sexuels des angiospermes. Et maintenant, qu'est-ce qu'un fruit? Un fruit dans le langage courant et en cuisine, c'est un aliment provenant d'un végétal à la saveur sucrée, généralement consommé en dessert, cuit ou cru. En botanique, ce n'est pas ça. C'est l'organe végétal issu de la transformation du pistil de la fleur en fruit. Un fruit contient une ou plusieurs graines. Du coup, de nombreux fruits sont considérés comme légumes dans le langage courant et comme des fruits en botanique. C'est le cas par exemple des aubergines ou encore des concombres ou des poivrons. Pour ne froisser personne, on peut dire que ce sont des légumes fruits et que l'appellation varie en fait suivant le contexte. Mais en tout cas en botanique, ce sont bien des fruits. Et peu importe si l'organe est propre à la consommation ou non, si on mange plutôt la graine que le fruit, on parlera quand même de fruits. Par exemple, le fruit de l'anacardier que vous voyez ici s'appelle la pomme cajou, et on ne la mange pas. Par contre, on mange sa graine. Et oui, c'est la noix de cajou de tout à l'heure. Donc pour la pomme cajou, on est toujours dans la catégorie des fruits, et plus précisément des fruits à coque. Les fruits à coque les plus connus sont la noix de pécan, la pistache, l'amande, la noisette, etc. Et c'est en fait un petit peu ambigu parce que suivant le contexte, on peut désigner par ce terme le fruit entier que la plante porte, ou alors le fruit débarrassé de toutes ses enveloppes et de sa coque, c'est-à-dire finalement que la graine, qui est comestible. Par exemple, quand on parle de noix, on parle de noix, la graine, ou alors on désigne le fruit entier. Revenons maintenant à la reproduction de la plante. Nous avons dit que le pistil de la plante pouvait se transformer en fruit. C'est ce que nous voyons ici pour un plant de tomate. Mais est-ce que ça fonctionne à chaque fois? Et quelles sont les conditions pour une fleur donne un fruit? Pour mieux le comprendre, nous allons observer une dissection de fleurs réalisée par des élèves de 6e. Alors, il s'agit ici d'une fleur de lys. On remarquera à la base des pétales du nectar, c'est une substance sucrée fabriquée par la plante et qui, grâce à son goût et son odeur, va attirer les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons. Le nectar est le liquide à l'origine de la fabrication du miel. Nous pouvons maintenant enlever délicatement les sépales et les pétales. 6 pièces florales en tout. C'est un peu particulier pour le lys car les sépales sont identiques aux pétales. Donc ce sont les parties de la plante qui sont stériles, elles permettent la protection des autres parties de la fleur et permettent également d'attirer les pollinisateurs. Ensuite, voici ici les parties de la fleur qui sont fertiles et qui sont impliquées dans la reproduction. Il s'agit ici des étamines. Il y en a 6 pour la fleur de lys. La partie haute et orange des étamines abrite les grains de pollen. Il est possible de les observer au microscope. Ce sont de minuscules petits grains de forme ovale de quelques dizaines de micromètres. Donc si la fleur est mature, il suffit de taper l'étamine sur la lame pour libérer les grains, comme ici. Sinon, on va pratiquer une incision dans l'étamine pour aller les chercher avec une pointe de scalpel.
On voit bien ici au microscope les ornementations du grain de pollen qui sont spécifiques à la fleur de lys. On peut à présent passer au pistil. Il est constitué d'une partie collante en haut, d'un long tube puis de l'ovaire en bas. C'est dans l'ovaire que se situent les ovules. Pour les observer, il suffit d'effectuer une coupe soit longitudinale, soit ici transversale, puis de mettre cette coupe sous la loupe binoculaire. Nous repérons ici facilement sur cette coupe 6 petits ovules. Voici ici une fleur sous forme de schéma. Les fleurs sont composées de différentes parties florales comme nous l'avons vu. Les parties les plus apparentes sont habituellement les pétales car ils sont souvent très colorés. Puis à l'intérieur, on distingue les structures mâles et femelles. Les étamines, ce sont les structures reproductrices mâles. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie haute, car c'est la partie qui va former le pollen. La structure reproductrice femelle se nomme pistil. Celui-ci est constitué d'une partie collante, où vont venir se poser les grains de pollen tout à fait en haut, puis d'un tube plus ou moins long, puis d'un ovaire qui va contenir les ovules. Nous avons donc d'une part l'ovaire, l'organe féminin qui contient les ovules, et d'autre part les étamines qui sont les organes masculins contenant les grains de pollen. Le pollen produit par une fleur peut rester sur la même fleur ou alors être transporté par le vent ou bien par les animaux comme par exemple les oiseaux ou encore les mammifères ou encore les insectes. Les pollens transportés par les animaux possèdent souvent une ornementation avec des sortes de petits picots qui vont s'accrocher facilement aux poils et sont ainsi facilement transportés d'une fleur à une autre. Une fois le grain de pollen posé sur le pistil, il va fabriquer un tube. Celui-ci va s'allonger jusqu'à atteindre l'ovule. Il se produit alors ce qu'on appelle la fécondation. À ce moment-là, les ovules fécondés vont se transformer en graines et le pistil va se transformer en fruit. Les graines sont alors dispersées, soit par le vent, soit par l'eau, soit par la gravité, ou encore par les animaux qui les transportent accrochés à leur corps, ou qui les consomment puis les rejettent dans le milieu avec leurs excréments. Une fois sur le sol, les graines vont pouvoir germer et former de nouvelles plantes. Ces nouvelles plantes formeront à leur tour des fleurs, puis des fruits contenant des graines, et ainsi de suite. Voilà, nous avons terminé avec la reproduction des plantes. Un grand merci aux élèves de 6e du collège Jean Jaurès qui ont participé à la création de cette vidéo. Merci également aux chaînes YouTube suivantes à qui j'ai emprunté quelques extraits de leurs travaux.